Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur notre nouveau webinaire de ce matin, donc consacré aux nouvelles mobilités. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir 3 acteurs pour parler de ce sujet. Je vais y arriver. Donc, on a Asphalt avec Jean-François, Ecodev avec Timothée et Skipper avec Yann. Bienvenue à tous les 3. Donc, merci encore aujourd'hui d'être aussi nombreux, même si c'est les vacances scolaires, donc c'est pas forcément évident. Donc merci pour votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez, pendant tout le long du webinaire, poser vos questions à droite sur le format qui est proposé. Et vous pouvez vous-même vous présenter, même si on est à distance. L'idée, c'est aussi qu'on puisse échanger derrière notre écran. Donc, n'hésitez pas via le chat à dire qui vous êtes et enfin à vous présenter. Voilà, donc avant de commencer, juste je me présente du coup pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Camille, je suis la responsable commerciale et je suis une des cofondatrices d'Asphalt. Donc j'anime les webinaires qu'on a une fois par mois et on reviendra à la fin de ce webinaire pour vous présenter le prochain qui a lieu début décembre. Voilà, donc pour démarrer, donc je rappelle le thème du jour et donc on a pas mal d'inscrits, donc c'est un sujet qui plaît et donc on va pouvoir un peu en parler précisément avec nos 3 acteurs. Donc c'est sur la mobilité du quotidien et surtout comment la mettre en place en entreprise. Donc on a plusieurs solutions aujourd'hui. Donc le forfait mobilité durable où on va souvent parler par FMD, le crédit mobilité et les vélos collaborateurs. Donc c'est plusieurs solutions qui sont possibles en entreprise. C'est des solutions qui peuvent être en alternative ou en complémentarité pour répondre à l'ensemble de vos collaborateurs. Et donc l'idée c'est de mieux comprendre comment le mettre en place et surtout n'hésitez pas à poser vos questions parce que au quotidien on en rencontre des entreprises qui sont un peu pas dans la tourmente, un peu dans la galère on va dire. C'est clairement là pour vous aider. On n'est plus connecté à Internet, on ne nous voit plus. Si, c'est bon. Super, parfait. Les aléas du direct. Voilà, donc je vais commencer je vous laisse vous présenter, faire un petit tour de table. Donc peut-être commencer par Yann. Si tu peux nous dire qui tu es et ce que fait ton entreprise, et puis je laisserai la parole après à Timothée et Jean-François. Parfait, merci beaucoup Camille. Donc je suis Yann Delkovitz, donc moi je suis en charge du développement de Skipper en France. Skipper, en 2 mots, sa mission c'est d'accompagner les entreprises et les salariés dans la transition écologique en donnant un rôle actif à travers les déplacements du quotidien. Donc à ce titre, Skipper c'est la première plateforme de gestion de la mobilité des salariés en Europe qui permet aux entreprises de configurer un programme de mobilité qui s'inscrivent dans un dispositif fiscal ou non. Et le but étant d'offrir aux salariés un accès à ces programmes de mobilité, idéalement à travers une carte, en leur offrant une flexibilité maximale au quotidien. Merci Yann, désolé pour la connexion Internet. Du coup, Timothée, je te laisse prendre le relais, si tu veux bien te présenter aussi. Ouais, merci pour l'invitation. Du coup, moi, je me présente. Je suis Timothée Kellard, donc je suis cofondateur d'Ecodev, qui est une entreprise qui accompagne les employeurs dans leur politique RSE ou développement durable, avec différents niveaux d'accompagnement, à la fois d'audit, de diagnostic ou de conseil, et puis la mise en place opérationnelle avec les mesures d'impact, les déploiements assez concrets, et également tous les éléments de langage ou ce qu'on peut appeler la conduite de changement, avec différents zooms, on va dire, pôle métier, dont la mobilité durable est historique chez nous. Donc, ça fait 12 ans qu'on accompagne les employeurs dans la définition de leur politique et le déploiement des actions opérationnelles. Merci à toi, Timothée. Jean-François, à ton tour, peux-tu nous expliquer qui tu es et qui est Asphalt? Merci Camille. Quelques mots parce que la majorité d'entre vous nous connaissent déjà, mais comme c'est un webinaire un peu spécial aujourd'hui, car c'est co-organisé avec Ecodev et Skipper. Il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas encore très bien. Donc, le métier d'Asphalt, c'est de permettre aux entreprises de disposer de vélos à mettre à disposition de leurs collaborateurs. On appelle ça du vélo de fonction, du vélo collaborateur, des vélos partagés pour l'entreprise, parfois même du vélo de courtoisie qu'on va mettre à disposition de ses clients lorsqu'on est une concession automobile, un hôtel ou un tiers-lieu. Donc, notre métier, c'est de simplifier cela pour l'entreprise
que ça soit zéro souci que de mettre en place des vélos, souvent à assistance électrique, mais aussi vélos mécaniques en entreprise, en assurant la livraison, le choix, la maintenance, toutes les garanties, vol, casse, l'assistance, et que ce soit juste un service, zéro souci pour l'employeur et du plaisir pour les collaborateurs. Merci Jean-François. Est-ce on peut commencer tout? Super, parfait. Donc on va commencer par, je te propose Timothée de commencer par toi, donc avec Ecodev. Je sais que tu es interpellé souvent par les entreprises au quotidien sur ces questions de mobilité. Est-ce que tu peux dire explicitement quelles sont les motivations principales de ces entreprises et finalement quelles questions elles peuvent se poser au quotidien? Ok. Alors, je pense qu'on peut avoir plusieurs raisons finalement d'être accompagné aujourd'hui, où il y a plusieurs entreprises et typologies d'entreprises qui se penchent sur le sujet de la mobilité durable. Peut-être que la raison la plus évidente, c'est les obligations ou les enjeux légaux, le cadre réglementaire qui, depuis quand même un certain nombre d'années, historiquement, avec les plans de protection de l'atmosphère en France, qui étaient une réglementation régionale. Après est arrivé l'article 51 de la loi de transition énergétique qui a mis sur la table le sujet des plans de mobilité, donc comprendre les flux de déplacement des collaborateurs, les mesurer et essayer de minimiser l'usage de la voiture seule. Et depuis peu, la LOM, avec la loi d'orientation des mobilités, du coup, et l'obligation de traiter ce sujet dans le volet qualité de vie au travail des négociations annuelles obligatoires pour les entreprises de plus de 50 salariés. Bon, voilà, le sujet légal est pas souvent le plus intéressant, on va dire, en webinaire, mais c'est la trame de fond, j'ai envie de dire, puisque du coup, ça concerne aujourd'hui énormément d'entreprises. Et il y a des impacts collatéraux, on va dire, associés à ces sujets d'obligation légale, puisque du coup, si je prends la LOM, on voit aujourd'hui des évolutions réglementaires dans la vie du quotidien des villes. Je prends l'exemple des zones à faible émission qui impactent déjà l'accessibilité d'un certain nombre de nos agglomérations et interdit d'ailleurs l'usage de la voiture, par exemple, thermique dans certains centres-villes. Donc si je prends ces deux raisons, elles permettent d'objectiver la nécessité d'un employeur de s'approprier le sujet, puisque si on a des problématiques d'accessibilité ou des contraintes qui peuvent derrière être transformées en sanctions ou en problèmes au quotidien, on va dire, opérationnels, on voit bien que l'entreprise ne peut pas s'affranchir du sujet. Et puis après, je vais prendre quand même d'autres raisons, parce que beaucoup d'entreprises sont très volontaires et motivées sur ces sujets, avec en trame de fond, j'ai envie de dire, à la fois un sujet marque employeur, attractivité et quête de sens. Je mets tout ça dans le même panier, qui est comment je rends mon activité plus séduisante et plus compatible au regard des enjeux climatiques et aux attentes des nouveaux collaborateurs. Donc ça peut être un package de raisons assez volontaristes, on va dire, et intéressantes à étudier. Et puis après, il y a, pour finir, des raisons assez pragmatiques. Par exemple, on l'a vu avec les gilets jaunes et plus récemment avec la période Covid, un chamboulement d'un certain nombre de comportements et d'attentes ou de phénomènes de société qui ont du coup eu de conséquences sur notre quotidien. Se poser la question de nos déplacements, se poser la question de comment on télétravaille ou pas, et donc du coup tout ça a amené quand même à chambouler un peu les prises de conscience. Et du coup voilà, je pense qu'il est de bon ton et c'est plutôt du bon sens aujourd'hui que de se dire c'est un sujet que je n'identifiais pas comme prioritaire peut-être ou stratégique, et maintenant je me sens quand même en capacité d'analyser un peu plus finement, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en fait associées à ces sujets, entre autres des gains financiers potentiellement, des gains de productivité, et puis au-delà de la partie peut-être numérique, tout simplement le côté bonheur, qualité de vie au travail ou quête de sens, qui est quand même un sujet qui nous attire beaucoup d'attention, on va dire, ces derniers mois. Merci Timothée, c'est très intéressant. Alors du coup, pour entrer un petit peu plus dans le détail, est-ce que comment aujourd'hui Ecodev vous aidez les entreprises? Quelles sont vraiment les étapes, le processus d'accompagnement sur ces sujets? Il y a plein d'angles et plein de réponses à cette question. La première chose, je pense que c'est de structurer, d'objectiver au mieux les potentiels, les enjeux, et décristalliser un certain nombre d'idées reçues. Donc là, ça se transforme par, on
faire plein d'analyses, plein d'études, mais on va dire que les plans de mobilité, donc cette analyse sur des données quanti et quali, des flux de déplacement et de la part modale actuelle, des projections à venir et des potentiels en fonction de l'accessibilité et des enjeux du territoire, et nous paraît être une bonne approche, enfin une bonne base, hein, un peu comme il y a 10 ans quand on parlait beaucoup de carbone et que on se disait mais par quel bout il faut le prendre ce sujet, déjà de faire une bonne comptabilité, avoir un bon état des lieux, ça paraît être quand même la base. Et aujourd'hui, peu d'entreprises, finalement, vu de ma fenêtre, le font extrêmement bien. Donc ça, c'est la base. Et puis après, il y a obtenir ou garantir une certaine gouvernance du sujet sur la durée. Donc je pense que l'implication des directions, l'implication des CFE, puisque c'est un sujet maintenant, négociation annuelle obligatoire, donc c'est un sujet à suivre dans le temps et avoir une gouvernance assez claire. Donc ça se structure, hein, il faut former, il faut donner des outils pour pouvoir accompagner. Il y a le sujet aussi de l'investissement associé, puisque ça c'est un sujet dur hein, aujourd'hui. Quels moyens je me donne, puisque du coup on a beaucoup d'ambition sur notre transition écologique hein, depuis quelques mois, années, mais finalement on se donne pas souvent les moyens d'aller atteindre nos objectifs. De manière générale, hein, je pense que c'est pas que pour les entreprises, mais je m'implique hein, dans ce raisonnement. Et puis avoir une vision assez globale et arrêter effectivement d'avoir une approche découpée entre les responsables immobiliers qui vont gérer les infrastructures, les DRH qui vont gérer les transports en commun et le remboursement. De l'autre côté, par exemple, des gens motivés sur la RSE, le développement durable, qui vont faire la promotion du vélo. Enfin voilà, j'exagère un peu, hein, mais on voit bien que c'est souvent très éclaté ces réflexions et du coup il y a peu de coordination. Et puis après, pour finir, je pense qu'il y a un facteur clé qu'on essaye de mettre beaucoup en avant, c'est la transparence et la communication la plus honnête qu'on puisse faire sur ces sujets. Parce que ça sert à rien de faire rêver les gens, ça sert à rien de bannir des modes de transport. Et on est assez convaincu en fait que de toute manière la dynamique est lancée, c'est inéluctable, on va dire, ces évolutions. Et elles sont très souhaitées. Donc faut l'accompagner. Et puis effectivement de dire par exemple la voiture c'est pas bien et où tout le monde peut rouler en vélo, c'est faux. Enfin il n'y a pas de vérité. C'est un ensemble d'actions et un ensemble de coordination bien approprié, bien dimensionné et puis dans la durée qui fera et qui fait aujourd'hui des succès, on va dire en termes de report modal, si on peut appeler ça des succès d'ailleurs. Mais en tout cas des évolutions qui font que les employeurs sont assez satisfaits de ces démarches. Voilà. Et aujourd'hui, Ecodev, vous accompagnez combien d'entreprises actuellement? Alors, j'ai pas effectivement, Ecodev, ça fait 12 ans, on est une quarantaine aujourd'hui et on a dû réaliser peut-être 350 plans de mobilité à l'échelle de territoire ou dans l'entreprise. Et donc, en simultané, peut-être qu'aujourd'hui, on doit avoir une cinquantaine de missions à la fois à l'échelle de territoire comme Aix-Marseille ou d'une PME qui pourrait être un peu n'importe où en France. Donc, c'est assez varié. Et on a des chantiers en parallèle qui sont intéressants peut-être de mettre sur la table. C'est qu'on a la volonté d'objectiver nos sujets de l'intégration des forfaits mobilité durable dans les entreprises. Et donc, on a fait un baromètre pour le ministère le printemps dernier, donc baromètre autour du forfait mobilité durable qui devrait avoir bientôt une deuxième édition, je le souhaite et on pousse, ainsi que décortiquer un peu mieux ce qu'il y a dans ces NAO pour savoir qu'est-ce qu'un bon accord, puisque la loi aujourd'hui vous dit qu'il faut un bon accord, mais personne n'est capable d'objectiver clairement si 3% ou 30% de report modal c'est un bon accord, et si on met 3 000 euros ou 30 000 ou 300 000 euros si c'est un bon investissement sur ces sujets. Donc là il y a aussi des démarches un peu parallèles pour essayer de co-construire ces réponses, puisque du coup personne ne les connaît encore. Merci en tout cas Timothée pour tes réponses. Alors j'en profite avant de laisser la parole à Yann que vous pouvez poser vos questions. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez un chat et questions, là, une colonne questions à droite de votre écran. L'idée c'est que en fait on reprenne un peu vos questions à la fin du webinaire et qu'on puisse les poser à nos intervenants du jour. Merci en tout cas Timothée, c'était très intéressant. Pour la partie plutôt, on va dire, forfait mobilité durable, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et nous, même avec Jean-François au quotidien chez Asphalt, on en a et donc c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde. Donc justement, Yann, la première question que j'ai à te poser, c'est en fait, on entend de plus en plus parler du crédit mobilité, du forfait mobilité durable. Enfin, concrètement, c'est quoi la différence? Est-ce que tu peux peut-être nous
nous expliquer un peu plus en détail ces deux sujets, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors effectivement, crédit mobilité, forfait mobilité durable, on entend quelquefois même parler de crédit mobilité durable, ce qui très sincèrement ne correspond à pas grand-chose. Donc c'est important d'être précis sur ces termes parce que ce sont deux termes qui ne s'adressent a priori pas aux mêmes personnes. Je vais essayer de montrer en quoi ils sont deux mécanismes différents, mais plutôt complémentaires qu'opposés. D'abord, il y a une différence qui porte sur l'éligibilité des salariés. En fait, le forfait mobilité durable, donc est une aide une exonération de charges qui peut monter jusqu'à 600 € par an par collaborateur, s'adresse à tous les collaborateurs salariés qui ne bénéficient pas d'un véhicule de fonction dans l'entreprise. Le crédit mobilité, c'est un mécanisme qui peut être offert en fait en soi à n'importe quel salarié d'une entreprise, mais dans la mesure où on va s'appuyer sur un existant, il va être privilégié pour ceux qui bénéficient d'un véhicule de fonction et qui peuvent, en compensation ou en remplacement ou en complément, avoir un crédit qui vient se greffer à leurs bénéfices. Je distingue bien dans cette partie-là la partie véhicule de fonction et véhicule de service. Donc, véhicule de service, ça ne veut pas dire qu'on a un véhicule de fonction attitré. Véhicule de service, c'est un véhicule qui est mis en commun pour un groupe, un pool de collaborateurs pour des usages réguliers au quotidien, intervention sur site, etc. Le véhicule doit être remis sur le lieu de travail, doit être restitué sur le lieu de travail. Un véhicule de fonction ou un véhicule dit statutaire, c'est un véhicule qui fait partie d'un package de rémunération pour le collaborateur en fonction de son statut dans l'entreprise et qui lui est prêté par l'entreprise, qui lui est remis par l'entreprise et qui peut être amené à son domicile et utilisé à des fins professionnelles et privées. Donc, pour revenir sur la question de départ, donc, le crédit mobilité va davantage s'appliquer aux collaborateurs qui ont un véhicule de fonction statutaire et pas à ceux qui ont un véhicule de service, qui bénéficient d'un véhicule de service. Quand le forfait mobilité durable va pouvoir s'appliquer à ceux qui n'ont pas de véhicule de service et donc quand même la grande majorité des collaborateurs d'une entreprise. Le deuxième point, on va dire, important de distinction entre le forfait mobilité durable et le crédit mobilité, c'est le traitement fiscal. Alors, le forfait mobilité durable, comme l'a dit Timothée, il est encadré par une loi, la loi d'orientation des mobilités, et des décrets d'application qui encadrent le fonctionnement, l'utilisation, etc. Il y a une exonération qui porte donc jusqu'à 600 € par an par collaborateur, exonération totale de charges patronales et sociales et non-imposition sur le revenu pour le collaborateur qui en bénéficie. Le crédit mobilité, il n'y a rien. Donc là-dessus, il y a une différence fondamentale, c'est que le traitement fiscal des avantages versés en crédit mobilité, il va falloir appliquer une approche prudentielle et qui va souvent être celle de considérer cet avantage comme un avantage en nature, là où le forfait mobilité durable, il y a bien une exonération de charges. Donc deux différences principales, l'éligibilité, qui a droit au forfait mobilité durable, qui a droit au crédit mobilité, et deuxième différence, le traitement fiscal entre ces deux mécanismes. Merci beaucoup, merci, c'est très clair. Et du coup, en pratique, si les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, concrètement dans le FMD, tu le composes de quoi? Comment tu peux le mettre en place? Est-ce que c'est des NAO? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans ce détail-là sur comment moi en tant qu'entreprise, je peux le mettre en place? Oui, alors pour mettre en place un forfait mobilité durable dans une entreprise, effectivement, soit il y a déjà un accord d'entreprise ou un accord collectif ou un accord de branche qui a été convenu, dans ce cas-là, on applique le forfait mobilité durable dans les conditions dans lesquelles il a été convenu. Si ce n'est pas le cas, ce qui est quand même aujourd'hui la majorité des cas de figure, il faut avoir, ça peut être pris par une décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE. Donc ça reste un point qui doit être soumis à consultation du CSE, mais qui peut être mis en place par l'employeur de manière proactive. Il est également, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, maintenant attendu que la discussion sur la mobilité des salariés ait lieu.
c'est-à-dire qu'elle ne doit pas aboutir sur la mise en place d'un FMD, mais elle doit nécessairement avoir lieu pour évoquer la situation et notamment dans le cadre d'un plan de mobilité, comment inscrire cette démarche de manière plus profonde dans le plan de mobilité de l'entreprise. Maintenant, ta question, comment le composer? C'est vrai qu'en fait, le forfait mobilité durable, il est assez précis, il est assez cadré. Néanmoins, chaque entreprise va un peu le décliner à sa sauce. C'est-à-dire, déjà, il y a un montant qui doit être choisi. Donc j'ai dit que c'est jusqu'à 600 € par an par collaborateur. Et en l'occurrence, c'est 600 € par an par collaborateur quand il est cumulé avec le remboursement de l'abonnement des transports en commun. Autrement, c'est 500 € maximum. Donc déjà, l'entreprise doit définir si elle veut le mettre à ces 500 ou 600 € ou si elle veut le mettre en dessous à 400, à 300, etc. L'entreprise peut choisir le montant qu'elle souhaite mettre pour le forfait mobilité durable. Et ensuite, il y a un deuxième aspect dans la composition du FMD sur lequel l'entreprise va pouvoir jouer, c'est à savoir est-ce que dans l'ensemble des mobilités éligibles au forfait mobilité durable, on pourra y revenir si c'est une question qui revient, eh bien l'entreprise peut en enlever une ou plusieurs, entre guillemets, pour que ça colle davantage à la réalité, on va dire terrain, de la mobilité des collaborateurs. Elle ne peut pas en ajouter, c'est-à-dire qu'il y a des catégories qui n'en font pas partie, qui ne sont pas éligibles, l'entreprise ne peut pas les ajouter, autrement, ils ne bénéficient pas de l'exonération, mais elle peut en retirer à sa convenance, voilà, pour que le dispositif soit plus adapté. Donc, c'est en cela qu'une entreprise peut composer un FMD, définir le montant et définir les mobilités plutôt qu'elle souhaite retirer qu'ajouter. Maintenant, pour la mise en place du FMD, en fait, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a un peu deux optiques. Aujourd'hui, la plupart des collaborateurs qui peuvent bénéficier d'un forfait mobilité durable, c'est des collaborateurs qui aujourd'hui bénéficient d'une prise en charge à 50% ou plus du titre de l'abonnement de transport en commun. Si demain, une entreprise met en place le FMD, ça veut dire qu'il y aura un petit peu deux modes de fonctionnement. Alors, il est facultatif, le FMD. Donc, l'entreprise le propose et prend qui veut. Aucune obligation, aucune contrainte. Il est cumulable, mais prend qui veut. On ne peut pas, entre guillemets, l'imposer aux salariés. Mais donc, si une entreprise met en place le FMD à côté de ce qui existe aujourd'hui en place, il y a un peu deux systèmes qui cohabitent. Un système, le système du remboursement classique, et ce nouveau système du FMD, qui peut être opéré de plusieurs manières. Donc, l'idée, c'est de se dire, soit je mets en place un nouveau système qui va peut-être ajouter un peu du travail de suivi plus qu'il n'en était déjà aujourd'hui, soit en fait, j'essaie de basculer toute cette logique de suivi de la mobilité des salariés dans un seul et même système, dans un seul et même outil, outil qui est un outil comme celui que nous, Skipper, pouvons proposer, qui va permettre à l'employeur de piloter toute la mobilité des salariés, aussi bien pour ceux qui ont juste un remboursement de l'abonnement, que pour ceux qui ont un cumul du remboursement de l'abonnement et du FMD, que pour ceux qui ont une formule que autour du FMD. Et c'est un petit peu ça les deux optiques sur lesquelles on essaie de prendre conscience, de faire prendre conscience. Soit vous mettez le FMD mais juste simplement et vous laissez deux systèmes coexister, soit vous essayez de faire basculer tous les salariés éligibles dans un nouveau système dans lequel ils peuvent choisir vraiment ce qui leur plaît, soit le FMD, soit les transports en commun, soit le cumul des deux. J'ai été peut-être un petit peu long, Camille, mais… On a perdu Camille, j'ai l'impression. On a perdu, ouais. Alors, peut-être que j'avais aussi en tête de peut-être expliquer comment est-ce qu'il pouvait ce FMD être mis en place. Ah ben voilà, je vois que vous êtes de retour. Oui, excusez-nous, on a une super connexion. Donc merci Yann. Alors du coup, j'ai pas entendu la fin, mais voilà, tu voulais peut-être rebondir sur comment le mettre en place, c'est ça? Voilà, donc j'ai expliqué un petit peu les deux optiques, on va dire assez macro, et je voulais aussi peut-être éventuellement préciser les trois modes opératoires pour mettre en place le FMD, à proprement parler. Donc ça, c'est ce qui découle des décrets d'application de la loi LOM. Il y a trois options qui sont proposées. Une option
où en fait, on va demander aux collaborateurs toutes les factures et les reçus de toutes ces dépenses éligibles. Donc, c'est un travail de collecte de notes de frais qui est évidemment considérable et l'employeur va devoir à un moment cumuler, calculer, stocker, valider toutes ces dépenses. Il y a un deuxième mécanisme qui est celui de l'attestation sur l'honneur, qui est plus léger, plus simple, dans lequel le salarié va simplement devoir rédiger sur papier libre une attestation sur l'honneur comme quoi il a dépensé X euros en 2021 au titre du forfait mobilité durable. Donc là, ça repose essentiellement sur la confiance. Ça fonctionne, hein, mais voilà, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Et la troisième option, c'est l'option dite titre mobilité, celle dans laquelle on peut mettre en place un titre qui soit une carte, par exemple, comme ce qu'on propose chez Skipper, dans laquelle l'employeur, un peu comme la carte restaurant, le titre restaurant, l'employeur va pouvoir budgéter un montant, précharger un montant sur la carte, et le collaborateur va pouvoir utiliser strictement cette carte chez certains revendeurs et dans la limite stricte du montant maximal alloué sur cette carte. Merci, très clair. Et pour en revenir un peu plus sur le crédit mobilité qui est encore un peu connu, on va dire, et tu le disais très bien, qui est encore pas très bien réglementé actuellement, est-ce que tu aurais des conseils ou des bonnes pratiques aux entreprises qui nous écoutent sur comment le mettre en place ou voilà, les questions qu'elles doivent se poser sur ce sujet du crédit mobilité? Oui, alors le sujet du crédit mobilité, effectivement, le fait qu'il ne soit pas aujourd'hui réglementé, encadré, laisse plutôt beaucoup de portes ouvertes. C'est là aussi où nous, on se propose d'accompagner les entreprises un peu dans leur réflexion pour qu'elles puissent avoir et mettre en place une logique derrière. Alors, moi, je distinguerais trois moments importants dans cette démarche. D'abord, définir les objectifs. Pourquoi est-ce que je veux mettre en place un crédit mobilité? Quel est le sous-jacent de cette démarche dans l'entreprise? Ensuite, définir les packages de crédit mobilité. Donc là, on entre dans une phase plus concrète. Et enfin, communiquer et proposer ces packages aux salariés. Si j'entre un peu dans les détails, quels peuvent être les objectifs que peuvent avoir des entreprises à mettre en place un crédit mobilité? D'abord, il peut avoir évidemment des objectifs de RSE. On parle beaucoup de transition de flotte automobile aujourd'hui. La loi climat et résilience, on va dire, a ajouté des objectifs plus ambitieux à cette transition de la flotte automobile. Donc, très clairement, ça peut être à ces fins-là que le crédit mobilité peut être mis en place. Je vais vous expliquer pourquoi dans les packages de crédit mobilité. Ensuite, ça peut être tout simplement une autre raison, peut-être pour satisfaire les demandes des collaborateurs. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui vont vous dire « Moi, j'ai plus besoin de véhicule de fonction. Moi, j'ai pas mon permis de conduire. Moi, j'habite en ville. J'ai pas besoin de voiture de fonction. » Mais ils sont éligibles, donc il faut pouvoir leur proposer quelque chose en réponse à cela. Il y a aussi évidemment une autre démarche qui peut être une démarche de marque employeur pour attirer les futurs talents. On propose, par exemple, à partir de tel niveau de rémunération, une voiture de fonction ou un crédit mobilité ou un mix des deux. Donc ça permet d'enrichir, on va dire, la fiche de poste et les avantages perçus en tant que salarié. Et puis, il peut y avoir une autre considération aussi qui peut être pour optimiser le budget flotte automobile des entreprises. Maintenant, une fois que l'entreprise, et donc on l'accompagne là-dessus, a défini ses objectifs, elle va vouloir aussi un peu valider le traitement fiscal qu'elle apporte à ce crédit mobilité. Est-ce que c'est une approche forfaitaire ou réelle? Donc là, pareil, on peut également être force de conseil sur ces sujets-là. Si besoin, il peut être fait un rescrit auprès de l'URSSAF pour valider la démarche si elle est particulière. Donc, tout ça, c'est une partie initiale qui est importante à valider, objectif et traitement fiscal. Deuxième partie, c'est définition des packages. Donc là, par exemple, mais on peut être plus imaginatif, mais des packages un peu classiques qu'on propose, il y a des packages qui peuvent être proposés avec un plus petit véhicule de fonction plus un crédit mobilité. Donc, au lieu de mon véhicule de fonction dont je bénéficie aujourd'hui, je vais prendre un plus petit véhicule de fonction avec un crédit mobilité. Ou alors, au lieu du véhicule dont je bénéficie aujourd'hui, je vais prendre un vélo de fonction avec asphalte, par exemple, assorti d'un crédit mobilité.
Ou alors, je vais carrément, au lieu du véhicule que j'ai aujourd'hui, prendre un forfait 100% crédit mobilité, dans lequel j'ai plus de véhicule, plus de vélo, rien du tout. Tout ça, ces 3 types de packages sont des packages typiques qui peuvent être proposés, dont les montants crédit mobilité peuvent être affinés, aussi dans des logiques de réduction du budget liées à la flotte automobile. Et c'est ces différents packages qui peuvent être proposés aux collaborateurs. Ensuite, c'est la phase de communication sur ces packages, une fois qu'ils ont été définis, sur laquelle il va falloir insister pour que les collaborateurs en entendent parler. Et là aussi, on est force de proposition et de conseil. Je m'arrête là parce que j'ai l'impression que j'ai un peu trop parlé. Non, c'est hyper intéressant, surtout que c'est pas vraiment connu aussi, enfin, peu connu, on va dire, et on sait très bien que les entreprises sont toujours partie prenante pour avoir plus d'informations, donc c'est très clair. Merci beaucoup, Yann. N'hésitez pas, je rappelle, avant de passer la parole à Jean-François, vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants du jour directement sur la colonne à droite. Donc n'hésitez pas. Donc merci encore Yann. Jean-François, on va passer par le relais du coup vélo, parce que finalement on parle du forfait mobilité durable, le crédit mobilité. Est-ce que finalement le vélo de fonction c'est compatible, c'est une alternative? Comment tu peux combiner? Est-ce que c'est possible d'être combiné, et si c'est combinable, est-ce que tu peux nous expliquer comment? Merci Camille. J'espère que la connexion va tenir, donc surtout n'hésitez pas à nous dire si à un moment donné vous ne nous entendez plus, on a quelques soucis de connexion. Le vélo, en fait, il permet de mettre 3 choses en œuvre par rapport au concept de crédit mobilité ou forfait mobilité durable, et en tout cas sur la réinvention de la mobilité de l'entreprise. Il y a de la matérialité, du fait que j'ai un vélo, c'est un objet concret, c'est un véhicule de fonction, un véhicule collaborateur, etc. Et ça permet de s'accrocher à autre chose qu'une voiture et d'avoir son véhicule du quotidien. Le deuxième point, c'est une notion de transition et de flexibilité. On va y revenir, et spécialement du côté du crédit mobilité. Et le troisième point, c'est autour de la responsabilité et des responsabilités de l'employeur. Comme le disait Timothée tout à l'heure en introduction, aujourd'hui, les problématiques des entreprises, elles sont autour des problématiques de flexibilité. On est tous rentrés dans un nouveau mode de fonctionnement du travail, un nouveau mode de travail. Cette semaine, avec Asphalt, on n'a pas une très bonne connexion, c'est parce qu'on est en semaine off-site, et sinon, tout le temps, on est en télétravail. On est un petit peu encore dans les entreprises en exception sur le sujet, où le mode de télétravail est le mode par défaut. Mais le fait que, depuis Covid spécialement, ces nouveaux modes de fonctionnement, télétravail, coworking, etc., se soient installés, ça amène l'intégralité des entreprises, ce que répétait tout à l'heure Timothée, à revoir leur politique de mobilité, que ce soit pour les gens éligibles à la voiture de fonction ou les gens non éligibles. Pourquoi ça les amène à le faire? C'est parce que c'est aussi une demande des collaborateurs qui, de fait, ne venant plus tous les jours au travail avec les mêmes rythmes et les mêmes horaires, on s'abonne plus au pass transport mensuel, parce que je vais venir 2 ou 3 fois par semaine, ça n'a plus de sens d'être abonné à un transport mensuel. Je n'ai peut-être plus intérêt à avoir ma voiture de fonction statutaire, parce que le meilleur moyen, c'est un autre moyen, du covoiturage, du vélo, etc. Et donc, l'offre et la demande n'est plus en coordination, et que ce soit les collaborateurs actuels ou futurs dans des processus de recrutement sont demandeurs d'autre chose. Donc, si on prend la cible de collaborateurs non éligibles à la voiture, donc les gens ciblés par le forfait mobilité durable, comme le disait Timothée, nous, chez Asphalt et également chez Skipper, on est des fervents défenseurs de cette diversité des offres pour l'entreprise, parce que ce n'est pas une seule solution qui va résoudre tous les problèmes et tous les enjeux des collaborateurs. Et donc, c'est une complémentarité des dispositifs. Et notre travail, notamment avec Skipper auprès de différentes entreprises actuellement, c'est que nos offres se dialoguent le plus simplement possible pour qu'un collaborateur puisse choisir, par exemple, entre un forfait mobilité durable et un vélo de fonction, et que ce soit aussi simple qu'une case à cocher dans nos applicatifs côté Skipper ou côté Asphalt. Donc, typiquement, lorsqu'on met en place un forfait mobilité durable, on peut très bien dire
à son collaborateur, soit tu prends le forfait mobilité durable et tu auras tous les dispositifs de la carte qu'évoquait tout à l'heure Yann, mais tu peux aussi choisir un vélo de fonction. Dans ce cas-là, tu renonces entre guillemets au forfait mobilité durable en termes de dispositif, mais dans les faits, en fait, il est appliqué à 100% pour un vélo de fonction. On n'utilise pas la même mécanique fiscale, juridique, mais ça, c'est de l'ingénierie derrière. C'est-à-dire que le forfait mobilité durable est régi par la LOM, le vélo de fonction permet des remises fiscales qui sont sur d'autres dispositifs liés à la loi de transition énergétique. Mais ça, on gère ça en back-office. L'intérêt pour le collaborateur, c'est que pour le même investissement de l'entreprise, c'est-à-dire une cinquantaine d'euros, il peut choisir entre une carte pour payer des déplacements ou pour payer des services liés à la mobilité durable, ou un vélo de fonction, vélo assistance électrique, qui me sera dédié pour 3 ans. Ce sur quoi on a œuvré ces derniers mois, notamment avec Skipper, c'est de pouvoir chaîner cela et que ce soit simple. Parce que le problème pour l'entreprise, c'est de se dire, c'est bien beau d'offrir ce catalogue-là, mais moi, ça me fait autant de contrats, autant de dispositifs et une complexité à gérer. Non, on a voulu rassembler ça sur une seule et même interface pour que l'entreprise, bien sûr qu'elle se pose en amont sur ce diagnostic de mobilité, disant quels sont les besoins dans mon entreprise, mais à partir de là, elle puisse activer les différents services aussi simplement qu'une case à cocher. Et le vélo vient donner encore une fois une matérialité dans le fait que ce n'est pas que de l'argent. Le forfait mobilité durable, ça peut être perçu comme le ticket restaurant de la mobilité. Et le ticket restaurant, je vais l'utiliser soit pour mes repas du midi, soit je vais les cumuler pour aller chez le boucher le week-end. Enfin, on sait tous comment est utilisé le ticket restaurant. Le forfait mobilité durable est plus encadré, mais il y a aussi parfois, pour certains acteurs, ce manque de matérialité. Et donc, de pouvoir flécher des usages comme le vélo dans un dispositif tel que celui-là, ça permet d'encadrer les choses et de flécher et de s'emparer de cela pour l'entreprise. Ça permet aussi d'adresser les problématiques de responsabilité de l'employeur. La responsabilité de l'employeur, un petit rappel, l'employeur est toujours responsable de ses collaborateurs sur les trajets domicile-travail. Toujours, ça veut dire que j'ai un véhicule de fonction, que je vienne en métro, que je vienne à pied, que je vienne avec mon propre vélo ou que je vienne avec un vélo de fonction. Cette responsabilité, elle est liée au contrat de travail, au fait de travailler. Et quand il y a un accident, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est un accident de trajet qui a une réglementation spécifique. Donc, parfois, on peut avoir des entreprises qui fuient le fait, par exemple, de mettre en place un vélo de fonction en se disant « Ouh là là, je vais prendre des responsabilités et si jamais il y a un accident, je vais avoir des problèmes en tant qu'employeur. » Eh bien, en fait, c'est l'inverse. C'est que vous mettez un cadre et vous maîtrisez le risque. Parce que si le collaborateur vient avec son propre vélo qui est entretenu comme il veut, sur lequel vous n'aurez pas apporté de formation, d'accompagnement et de règlement, eh bien, vous êtes tout autant responsable que si vous avez apporté votre solution avec le vélo de fonction. Et le vélo de fonction permet d'apporter un vélo aux normes, vous aurez formé votre collaborateur, vous l'entretenez tous les ans, et vous pouvez, en cas d'événement, produire en tant qu'employeur le fait que vous avez fait le maximum pour accompagner la sécurité de votre collaborateur. Ce que vous n'êtes pas capable de faire lorsque vous le laissez se débrouiller à trouver un vélo quelque part. Donc cette matérialité qui permet ensuite d'encadrer l'usage, c'est ce que permet le fait de chaîner cela avec le forfait mobilité durable. Ça, c'est pour l'aspect collaborateur non éligible à la voiture de fonction. Donc, pour le synthétiser, c'est une seule modalité. Je prends le forfait mobilité durable ou je prends le vélo de fonction. On simplifie ça. Et pour le collaborateur, c'est un choix entre l'un des dispositifs, sauf exception d'entreprises qui cumuleraient les dispositifs, ce qui est possible. Autant on ne peut pas cumuler les limites liées au forfait mobilité durable ou au remboursement du pass transport, autant une entreprise qui aurait les capacités budgétaires peut cumuler le FMD et un vélo de fonction.
L'autre côté, c'est sur les gens éligibles à la voiture de fonction. Et là, les enjeux sont complémentaires parce que on a affaire à des entreprises qui veulent commencer cette démarche, qui vont pas encore être dans une démarche de je vais t'imposer de changer, de rendre ta voiture de fonction et te donner un vélo. On n'est pas, ou de mettre un crédit mobilité. On n'est pas dans cette ère-là. On est dans une ère des entreprises qui ouvrent la porte du possible face à des utilisateurs qui commencent à réclamer plus de flexibilité, se disent que leur voiture de fonction qui reste au garage toute l'année et qui n'est utilisée que pour partir en week-end et en vacances, ça n'a pas forcément de sens et c'est un coût. Parce que voilà, j'ai une voiture de fonction, je dois la mettre au garage, je vais payer une location de garage, 100, 200 euros par mois, selon où je vis. C'est un investissement et qui veulent cette flexibilité. Et là, notre travail avec des gens comme Skipper ou nos partenaires communs comme ALD Automotive, c'est de réinventer les packages d'accompagnement de ces cibles-là en disant, ben, tu avais une berline de fonction, est-ce que tu ne préfères pas avoir une petite citadine électrique, un vélo et un crédit mobilité pour que tu vas pouvoir dépenser pour ta mobilité, mais aussi celle des enfants, etc. Parce que on parle de package utilisable pour toute la famille, comme l'est une voiture de fonction. Ou est-ce que tu veux un vélo de fonction toute l'année, plus une voiture à la demande avec la formule Switch pour les week-ends et les vacances et un crédit mobilité. Donc, c'est de réfléchir les packages d'accompagnement voiture de fonction en les redécomposant par éléments qui vont matcher un vrai besoin utilisateur. Ça va pas, comme le disait Timothée, ça va pas changer 70% des catégories et des usages aujourd'hui. C'est vraiment une logique des petits pas qui peuvent être plus ou moins grands selon l'entreprise, selon la volonté, selon les typologies d'utilisateurs. Mais déjà, ouvrir ces portes-là permet de préparer la transition énergétique, transition écologique, transition d'impact carbone de l'entreprise dans leur gestion de flotte côté personnes éligibles à la voiture. Merci Jean-François. Donc, n'hésitez pas parce que on peut avoir pas mal de questions par rapport à ce qu'il vient de dire et si c'est pas forcément clair, n'hésitez pas à nous le dire. Justement, par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer, il y a dans cette combinaison, il n'y a pas des limites ou des freins justement des limites, donc côté un peu plus négatif et justement des avantages à combiner un peu toutes ces solutions. Les avantages, c'est de proposer et d'adapter cela à chaque utilisateur, parce que au sein d'une même entreprise, vous n'aurez pas les mêmes types d'usages, les mêmes types d'habitudes, les mêmes types d'horaires, des gens qui vivent proches de l'entreprise, des gens qui vivent loin, des gens qui vont utiliser de l'intermodalité, etc. Donc, il y a forcément une combinaison de dispositifs à faire pour s'adapter à cela. Les limites de s'ouvrir sur une composition avec différents éléments, c'est la complexité de gestion. Et c'est ce que l'on essaye d'attaquer au mieux avec des partenaires comme Skipper pour simplifier cette approche pour l'entreprise qui, après un diagnostic avec des gens comme Ecodev, se disent ben, j'aurais besoin de ça, mais faire cet étalage des dispositifs, ça peut me paraître complexe. Ben non, on peut les assembler dans des plateformes qui se causent entre elles. Merci. Ben justement, une des questions qu'on avait par rapport, alors je regarde, de Amandine, pour aller plus loin dans l'interface des outils, quel avenir avec les éditeurs de logiciels de gestion de flotte? Tu as un peu commencé à y répondre. Oui, et pour aller un peu au-delà même, c'est que ce soit, enfin, du côté asphalte, peut-être que Yann, tu pourras y répondre aussi côté Skipper, on a ouvert nos API, ça s'appelle comme ça techniquement, qui permettent à d'autres logiciels de récolter et de travailler dans les deux sens avec nos données. Et ces données, elles sont utiles déjà d'un point de vue opérationnel, par exemple, par les systèmes RH et paye de nos clients pour pouvoir savoir combien on doit prélever sur le bulletin de salaire d'un tel ce mois-ci par rapport à un partage de coûts de vélo de fonction, par exemple, mais aussi effectivement avec les éditeurs de logiciels de gestion de flotte. On travaille avec des gens comme GAC Technologies, par exemple, actuellement, où on a intégré la notion avec eux en partenariat du vélo dans leur logiciel
et qui permet aux gens qui ont cette technologie d'avoir une vue globale de leur flotte, vélo plus voiture. Merci. Peut-être pour compléter ton propos, Jean-François, nous, sur la partie crédit mobilité, on ne va pas forcément s'interfacer avec les logiciels de gestion de flotte, parce que la gestion de flotte sera toujours la même dans les conditions du véhicule sélectionné par le collaborateur. Et la partie connexion, on va dire, elle va plutôt avoir lieu avec les logiciels de RH, avec les logiciels de paie, pour justement pouvoir correctement verser ou informer du montant dont a bénéficié le collaborateur en crédit mobilité ou en forfait mobilité durable si besoin. Il y a cependant une information qui est, je pense, intéressante à mettre en œuvre dans les logiciels de gestion de flotte. Ça va être de proposer ces packages, d'avoir un aspect visualisation pour que toutes les différentes offres, tous les différents packages que j'ai pu évoquer, par exemple, puissent être proposés aux côtés des véhicules classiques qui sont généralement proposés dans cette plateforme. Donc, pas forcément un travail d'intégration, mais un travail en tout cas commun pour refléter les nouveaux packages qui peuvent être proposés. Timothée, il y a une des questions autour de avec qui on négocie ce genre d'accord quand on veut revoir sa politique de mobilité, mettre en place le crédit, mettre en place le FMD. Est-ce qu'on parle en CSE, est-ce qu'on parle au syndicat, etc. La pratique et les obligations que tu connais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Ouais. Alors le cadre aujourd'hui légal est assez clair. Hein. C'est le sujet de la mobilité durable et ou mobilité, on va dire plus adaptée aux enjeux actuels, doit être traité dans le volet qualité de vie au travail dans les NAO. Donc en fait, ça veut dire que c'est le ou la DRH ou on va dire la direction de manière générale qui est soumis à devoir normalement faire des propositions qui sont à débattre, on va dire, avec les délégués du personnel. Donc, c'est effectivement, en fonction des entreprises, ça peut être directement des représentants de certains syndicats, des CSE, c'est assez variable. Donc voilà, la notion est plutôt de délégués du personnel, finalement, avec des RH, si je simplifie. Sauf que ça, donc ça, c'est le cadre légal. Dans les faits, on voit qu'aujourd'hui, les compétences ne sont pas forcément entre les mains de ces profils. La loi climat commence à doucement mettre entre les mains des représentants du personnel cette capacité à avoir des nouvelles prérogatives autour des enjeux climat. Et donc, ils vont commencer tout doucement, les syndicats, à monter en compétences et à du coup débattre de manière assez structurée, je pense, la thématique. Mais c'est vraiment les prémices. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, c'est un peu tous ceux qui sont motivés et on voit beaucoup de responsables RSE, beaucoup de DRH qui ont des enjeux vraiment opérationnels qui portent le sujet et nous on sent qu'effectivement la partie représentante du personnel doit un petit peu se structurer pour pouvoir aider à ce que les débats et les négociations soient un peu plus intéressantes. Et souvent il y a le juriste derrière qui contrôle pour valider que les propositions faites sont bien compatibles, bien tenables sur la durée. Donc il y a un côté il y a un volet de sécurisation finalement de ces propositions et de ces déploiements. Ok, merci beaucoup Timothée. On va conclure et on va terminer par une question d'Amandine. L'objectif au-delà de l'inventaire est d'avoir une vue du TCM. Qu'en pensez-vous? Peut-être Jean-François, tu veux y répondre? Oui, c'est vrai que quand on a beaucoup parlé pendant cette session de ce qui nous importe beaucoup, c'est la perception des utilisateurs au final. Mais vu de l'entreprise, c'est un pilotage budgétaire et un pilotage d'avantages. Et notre travail avec des gens comme Ecodev et des gens comme Skipper, c'est de permettre à l'entreprise de fonctionner avec ces briques et d'intégrer leurs coûts de gestion et de les simplifier et de ne pas compter que tel vélo coûte autant ou que c'est de dire je mets en place cette nouvelle politique, je vais mettre en place un avantage dont mon coût complet sera de autant si j'utilise cette brique-là, mon coût complet sera de autant
si j'utilise cette brique-là. Je vais remplacer une catégorie de ma car policy, ou je vais ajouter une catégorie de ma car policy qui était un investissement côté entreprise de autant de centaines d'euros par une composition d'avantages, crédit mobilité, vélo, voiture à la demande, etc., qui vont apporter ce même niveau. Donc, côté entreprise, on essaye au mieux, et on y arrive, je pense, pas trop mal, de simplifier cette gestion pour que justement ça ne devienne pas un inventaire et une usine à gaz à gérer, mais bien des éléments qui viennent composer une nouvelle politique de mobilité pour les différentes cibles d'accompagnement. Merci Jean-François. Eh bien, on va conclure parce on a dépassé un peu l'heure. En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux, donc je vois bien que le sujet passionne. Donc, merci Timothée, merci Jean-François et merci Yann. On va juste refaire avant de se quitter, de se refaire un point sur les prochains webinaires qu'on a de prévus. Je vais en dire 2 mots. Ouais. Le prochain webinaire Asphalt aura lieu le 2 décembre et ce sera un webinaire axé sur l'industrie du vélo et son industrialisation fulgurante. On aura différents intervenants et notamment Adrien Lelièvre, spécialiste de mobilité au journal Les Échos, qui viendront témoigner de cette structuration fulgurante qui se passe ces derniers mois dans le monde du vélo, en France et à l'international. On passera les fêtes et on se retrouvera le 6 janvier autour de la responsabilité employeur. On l'a un tout petit peu évoqué, mais on détaillera justement tous les enjeux liés à la responsabilité employeur dans le cadre de ces nouvelles mobilités. Et on se retrouvera le 3 février sur les enjeux de territoire. Est-ce qu'on oppose ce qui peut se passer dans les petites villes ou dans les grandes métropoles? Est-ce que ce sont les mêmes combats? On aura également un webinaire passionnant. Je vous invite à vous y inscrire dès maintenant. Les liens sont disponibles sur le site Asphalt dans son onglet webinaire. Et puis, on vous retrouve avec plaisir au plus tard, dans un mois, pour ce prochain webinaire. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez revoir ce webinaire, à nous faire la demande, c'est aussi possible. Il sera disponible en replay sur le site. Merci beaucoup Timothée, merci Yann. Merci à tout le monde, merci à tous les participants. Et si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous faire un petit message. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.